C'est-à-dire que la personnalité de l'année, c'était chacun d'entre vous. Et c'était en 2006. En effet, c'était vous la personnalité de l'année parce que vous êtes au centre du contrôle de toute l'information qu'il y a sur le web. On parle de web, et je vous mets le terme ici, le web 2.0. Alors j'ai reconnu quelques têtes que j'ai eues en cours, donc le web 2.0, il pourrait dire ce que c'est pour vous. Est-ce que vous avez entendu ce terme web 2.0 ? J'imagine, même entreprise 2.0, même management 2.0. Est-ce que quelqu'un peut dire en un ou deux mots ce que représente ce 2.0 ? C'est que l'internaute devient un producteur de contenu et non plus seulement un consommateur. Absolument. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. On est autour d'un web qui est participatif et interactif. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr. C'est le web qui regroupe tous les réseaux sociaux, tout ce qui est avis, commentaires, la blogosphère, les forums aussi, ne les oublions pas, ça a été les premiers médias sociaux qui sont arrivés sur le web. Et ce web 2.0 a permis à chacun de développer son identité numérique. Qu'est-ce que c'est cette identité numérique ? Souvent, on pense aux réseaux sociaux, mais il ne faut pas se limiter uniquement à cette action. Si on veut essayer de peindre ce que peut représenter l'identité numérique, ce sont toutes les traces que vous laissez sur le net. Alors, vous pouvez laisser des traces professionnelles, comme les CV, mais aussi des photos, mais aussi vos achats. Vos achats, quand vous laissez votre carte bancaire, c'est des traces numériques que vous laissez sur le net, Twitter, etc. Ce sont aussi des traces que d'autres personnes peuvent laisser à votre encontre. Vous savez très bien, les photos peuvent être laissées sur Facebook vous concernant, etc. Voire d'autres sites qui font faire partie d'une sphère plus intime, comme Mythique ici par exemple. Si on essaie de dresser une cartographie de toutes ces traces, ça peut être assez complexe. Ça, c'est une cartographie qui a été créée par Frédéric Cavazza, qui est un blogueur sur médias sociaux, qui est un des spécialistes de tout ce qui est médias sociaux. Et voilà, ça vous donne une diversité de tout ce qui peut exister sur eux, que vous avez l'habitude de pratiquer. Donc, premier élément, pensez ne pas, on parle d'identité numérique et de réseaux sociaux, donc on pense Facebook forcément, mais ne pas se limiter à Facebook. J'ai entendu parler aussi il y a quelques semaines de GAFA. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez entendu parler, mais on parle souvent de cette identité numérique, Facebook nous contrôle, mais en fait il y a 4 gros monstres ici sur ce GAFA, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon, et avec ces 4-là, ils connaissent à peu près tout sur vous, tout ce que vous faites sur le net. Et en plus, un détail et non des moindres, ils sont les 4 américains. Donc ça veut dire que ça se passe de l'autre côté. On pourrait presque rajouter peut-être un GAFAL avec LinkedIn, ça pourrait être possible aussi. Alors sur l'identité numérique, je voulais commencer pour vous faire prendre conscience que cette identité numérique, elle peut être plurielle. Alors, j'ai pris un exemple que je connais bien, c'est-à-dire moi. Donc, par exemple, vous avez une photo, un patronyme, c'est mon patronyme. Donc ça, vous allez le retrouver sur Viadeo, par exemple. Vous allez le retrouver sur LinkedIn, c'est mon profil. Mais je peux très bien aussi aimer jouer au poker, par exemple, et là, je vais être représenté par un avatar et un pseudo. C'est toujours la même personne. Ici, plus personnellement, je peux avoir une autre représentation, ça va être ma page Facebook. Et enfin, je peux aussi avoir une représentation avec une photo, mais avec mon pseudo. Par exemple, sur Mythique, où je peux très bien ne pas avoir envie d'apparaître avec mon prénom et mon nom, mais où j'ai mis bien sûr ma photo. Alors, j'ai mis une séparation ici pour montrer, en fait, ce qui peut être, au niveau de l'identité numérique de votre patronyme, ça va faire bien la différence, parce que souvent, il peut y avoir des mélanges, et effectivement, quand vous intervenez sur le web, avec une autre identité, avec un autre pseudo. Voilà, qu'est-ce que vous faites avec l'une ou l'autre identité? Ça, il me semble que c'est quelque chose d'important. Il faut être lucide. Alors, ça fait un peu schizophrène comme ça, mais c'est ce qui se passe, en fait, sur le net. Souvent, j'entends parler de compte ou de profil virtuel. Je n'aime pas cet élément de virtuel. Je préfère parler de dématérialisation. Le virtuel, c'est dans ce cas-là. Quand je joue sur une plateforme de jeu, etc., c'est complètement virtuel. Maintenant, quand je suis sur Viadeo, ça n'a rien de virtuel. Hein. Je prends des contacts avec des personnes réelles. Et sur Facebook, là encore, ça n'a rien de virtuel. Donc je préfère faire attention quand on parle de cette identité, elle est juste dématérialisée, c'est tout.
J'attire votre attention aussi sur un autre élément. On a parlé de reconnaissance faciale à un moment donné. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler avec Facebook. Ben, ça veut dire que normalement, avec cette photo, on est capable de faire le lien entre cette identité numérique et cette identité numérique, donc avec d'autres identités numériques. Donc tout ça pour bien prendre conscience de cette diversité des identités numériques qu'on peut avoir sur le web. Juste un petit exemple que je vais vous montrer aussi par rapport à ces connexions entre ces identités numériques. J'ai une page Facebook, c'est l'exemple d'une jeune fille en fait qui s'est inscrite sur Badoo. Vous connaissez Badoo? J'imagine. Donc un site pour se faire des amis, un site de rencontre, mais bon, c'est pas forcément présenté comme un site de rencontre. Est-ce que vous connaissez ce petit bouton, se connecter avec Facebook? Vous l'avez déjà rencontré, je suppose, sur pas mal de sites. Alors, après, on est tous libres de faire ce que l'on veut, mais j'attire votre attention sur le fait que si vous vous inscrivez sur Badoo, par exemple, en utilisant ce bouton, ça veut dire que vous donnez la permission de récupérer toutes vos informations. Donc ça veut dire que cette identité numérique, qui est vous-même avec votre patronyme, vous la téléchargez en fait sur Badoo. Donc faites attention à ça, parce qu'après, en termes d'identité numérique, cette jeune fille, quand on tapait son nom et son prénom, c'était son profil Badoo qui ressortait dans les 2 ou 3 premiers résultats. Donc après, c'est bien identifié. Mon premier message, c'est savoir où on est, sous quelle identité numérique par rapport à ce que l'on fait. Voilà, si on a déjà conscience de ça, c'est pour moi un premier point. Alors de l'identité numérique à l'irréputation, on a vu que l'identité numérique, c'est toutes les traces qui existent sur vous sur le net. Ben, l'irréputation, c'est quand sur Google vous tapez votre nom et votre prénom, c'est le résultat qui apparaît. C'est-à-dire c'est les personnes qui vont lire, regarder votre identité numérique, vont avoir un sentiment par rapport à cela, et c'est ce sentiment, tout simplement, qui est appelé irréputation. Ce sentiment peut être positif, peut être négatif, peut être neutre, même, c'est une irréputation. Donc je suppose que vous le faites, que vous l'avez déjà fait? Oui. Ouais. Vous le faites régulièrement? Est-ce que vous êtes content du résultat? Oui. Ah, on a déjà suffi. En effet, ça va être intéressant de voir, de se doubler, comme on dit, pour pouvoir suivre et maîtriser ses résultats. C'est ça que l'on peut faire pour maîtriser son irréputation. J'attire votre attention aussi sur un autre élément, c'est un élément chronologique. En effet, quand on a 15 ans, 18 ans, 20 ans, après quand on est dans son premier emploi, ou quand par la suite on fonde une famille, maintenant le temps, les identités numériques vont évoluer et on n'a pas forcément le même objectif d'irréputation à ce stade-là plutôt qu'à ce stade-là. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que ce qui est écrit une fois sur le web est écrit un petit peu pour toujours. On dit que c'est gravé dans le marbre. Le web a énormément de données, mais aussi beaucoup de mémoire. Donc, tous ces parcours-là, alors là, on n'y pense pas, on n'y pense jamais, puisqu'on est à ce moment-là, mais on peut penser, je pense à des exemples que j'ai croisés, effectivement, en termes d'irréputation, des personnes qui, à un moment donné, ont eu un engagement politique. Ça, effectivement, alors le but n'est pas de renier ces idées ou de le cacher, quoi que ce soit. Le tout est d'en être conscient. Le tout est de savoir ce qu'il y a sur soi pour pouvoir, à un moment donné, y répondre. Un des éléments aussi, ça va être de générer de nouvelles traces pour un peu faire reculer les anciennes traces. Ça va être un élément principal de gestion de son irréputation. Si en permanence vous générez de nouvelles traces avec une activité sur Viadeo, avec des activités dans différentes plateformes, vous allez repousser vos anciennes traces. Et par rapport à ça, c'est là aussi le slide suivant, je voudrais vous raconter une histoire en fait, pour vous montrer qu'on n'est pas égaux devant cette irréputation. Ça c'est assez étonnant, mais tous on a des noms et des prénoms différents. Et en fait, en fonction du nom et du prénom que l'on porte, mais quand on va se mobiliser, on va être plus ou moins perdu en fonction du nombre d'homonymes que l'on a. Alors je vous ai pris un petit exemple de la famille Dupont pour qu'on puisse essayer de comprendre ce qui peut se passer. Cette famille Dupont a un aîné qui s'appelle Nicolas. Ils l'ont appelé Nicolas. Donc Nicolas Dupont, très bien.
j'ai fait une recherche sur Google pour voir Nicolas Dupont, combien il y avait de résultats. 1 40 000 pages. Donc ce Nicolas, si à un moment donné il a une activité, je ne sais pas s'il est artiste, s'il veut apparaître, ça va être pour lui assez difficile d'apparaître au travers de ces 1 million de pages. Il va falloir qu'il se démène. Et puis son frère, qui a été nommé Pierre, lui, Pierre Dupont, et puis, oui, une petite remarque aussi, Nicolas Dupont, ça devrait vous faire penser à une célébrité politique, je n'ai pas fait exprès, mais dans les résultats, j'ai compris l'importance de ce chiffre-là. Donc, si vous avez un homonyme célèbre aussi, ça va être plus difficile. Ce Pierre Dupont, lui, sur Google, quand on tape Pierre Dupont, j'allais dire, il n'y a que 488 000 pages de réponses. Et puis, le petit dernier, qui est plus original, on l'appelait Sorène. Effectivement, des Sorène Dupont, il y en a très très peu. Et là, pour le coup, on se retrouve avec 3000 pages, 3700 pages de résultats. Alors, pourquoi je vous montre ça, ces différences? Ça veut dire qu'en fonction du choix du prénom, ici, on a quelqu'un qui va se retrouver perdu dans une masse d'homonymes. Ici, on va avoir quelqu'un de très lisible. Et il y a avantage et inconvénient dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que celui-là, s'il a des casseroles, il va se les trimballer pendant longtemps. Alors que, bon, lui, a priori, vu tout ce qui sera édité autour de son nom et de son patronyme, lui, il peut pas faire ce qu'il veut, mais enfin, en tout cas, ça sera plus difficile de les remarquer. Et on a, en fait, je lisais un article en Amérique, il y a des familles qui commencent, des parents qui commencent à faire attention au prénom qu'ils donnent en fonction de l'identité numérique. Parce qu'effectivement, quelque part, quand on donne ce prénom, on donne aussi toute une historique et tout un suivi sur le web. Alors on peut même imaginer des cadeaux de naissance avec l'URL, prénom, nom, puisqu'effectivement, une façon de se démarquer, une façon d'être présent sur le web pour son identité numérique et sa marque personnelle, ça va être d'avoir un site à son nom ou son prénom. Voilà, je trouvais original de vous présenter ces différences-là. Donc on a bien cerné l'identité numérique. Bon, son réputation, c'est les résultats qu'on va avoir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer cette identité numérique? C'est un petit peu la deuxième partie de cette présentation, pour essayer de la gérer au mieux, parce qu'on n'est pas toujours responsable de tout ce qui est sur nous, sur le web. J'ai tiré ce tableau du site de Fadila Brahimi. Fadila Brahimi, qui est une spécialiste du personal branding, qui a un site très très bien, vous pouvez aller consulter, un blog. Et en fait, on pense souvent, on oppose même souvent, personnel et professionnel. Et en fait, moi, je trouve intéressant ce tableau parce qu'il présente 4 zones auxquelles il faut être sensible. Il y a personnel, professionnel, et puis il y a une autre entrée qui est en fait publique et privée. Et dans les deux cas, on peut avoir à gérer des zones plus privées, plus intimes, et des zones plus publiques. Dans le cas personnel, le privé, effectivement intime, on a tous un jardin caché, un jardin secret, c'est sûr. Et puis public, c'est ce qu'on a envie de montrer, envie de partager autour de nos passions. Et pour le professionnel, effectivement, quelle boîte n'a pas des données confidentielles, des résultats, des prix de revient, etc., qui vont rester dans le domaine du privé. C'est ça qu'il faut arriver à gérer sur l'identité numérique d'une personne sur son profil personnel et sur son profil professionnel, mais aussi d'entreprises. Les entreprises vont avoir besoin aussi de gérer pour leurs employés cette limite-là. Alors bien gérer sa présence en ligne, pour moi, c'est se poser 2 questions que vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir ici la première. Pour faire cette distinction entre privé, c'est-à-dire ce qui m'appartient, ce que j'ai envie de montrer, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux montrer aux autres et qu'est-ce que je veux qu'ils sachent de moi? Et puis, et pourquoi? Et j'en parlais avec Christophe juste avant, moi, ce et pourquoi, c'est ce qui est pour moi le plus important, parce qu'effectivement, par rapport à votre projet, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à vos passions, voilà, qu'est-ce que je montre de moi et comment je le montre, mais aussi qu'est-ce que je ne veux pas que l'on sache de moi. Et pourquoi? Alors ça paraît peut-être un petit peu abscon, mais je vous donne un exemple tout simple par rapport à des personnes. Alors je repense à des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Une personne qui est un petit peu sourde, qui commence à avoir des problèmes de surdité. Est-ce que je le dis? Est-ce que je veux qu'on le sache et pourquoi? Ou est-ce que je veux qu'on ne le sache pas et pourquoi?
Et c'est intéressant à un moment donné, c'est comme un produit, vous avez les atouts et vous avez les faiblesses. Analysez ces éléments et dans un certain contexte, certain contexte, ça peut être une menace ou voire une opportunité. Vous voyez qu'en disant ces mots-là, ça vous rappelle peut-être une matrice qui s'appelle la matrice SWOT que vous devez connaître. Et cette personne, effectivement, toute sa question, c'était est-ce que je parle de ma surdité à ce moment-là? Carrément, je fais le pas et je vais me présenter comme une personne handicapée, donc, et chercher un travail dans ce cadre-là. Ça peut être un atout pour cette personne, effectivement. Ou alors, est-ce que j'essaie de lutter encore est-ce que j'essaie de lutter encore et de préserver cette connaissance-là, cette information-là sur moi? Donc, dans tous les cas, vous pouvez avoir comme ça des éléments que vous avez envie de partager ou de montrer et pourquoi vous voulez les montrer ou les partager. Alors, bien gérer sa présence en ligne, premier élément, c'est pas parler, c'est écouter. Écoutez ce qu'il y a, ça c'est valable aussi pour les entreprises, puisqu'il y a des entreprises parmi nous. Alors écoutez, on écoute sur Google, on peut écouter en créant aussi des alertes, des Google Alertes, et puis on peut écouter sur des sites qui sont spécialisés dans l'e-réputation, comme par exemple YouSeeMe, ou par exemple aussi des moteurs de recherche en temps réel sur les médias sociaux, pour chercher autour de nom d'entreprise ou de votre nom et prénom, chercher des éléments sur vous, sur les réseaux sociaux. Sachant que sur Google, bon nombre d'éléments des médias sociaux, Twitter n'est pas indexé par exemple. Enfin, pour des sociétés plus importantes, il existe des plateformes pour veiller absolument sur tout ce qui est dit sur leurs produits, sur leurs marques, voire sur des personnes. Donc premier élément, écoutez. Ensuite, vous êtes googlé, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez trouvé les résultats sur vous. En êtes-vous content? Donc vous pouvez avoir une action là-dessus. Est-ce que cette identité numérique vous convient? Si elle ne vous convient pas, il y a 36 solutions. Soit vous la modifiez, si vous pouvez la modifier. Si vous ne pouvez pas du tout la modifier, pensez à, je ne sais pas, un casier judiciaire. Ça s'est présenté, des personnes qui ont un casier judiciaire et puis un nom et un prénom qui n'étaient pas du tout répandus. La seule solution, ça va être de créer des traces pour pouvoir repousser en deuxième ou troisième page ces anciennes traces. Ça va être le seul moyen. Donc voilà, on pense des fois, toujours on parle de la photo sur Facebook avec en train de fumer ou en train de boire, mais il y a d'autres cas aussi où c'est pas du tout évident de gérer cette identité-là. Et s'il n'y a rien sur vous, vous googlez puis il n'y a rien. Donc ça veut dire un recruteur ou quelqu'un cherche des informations sur vous, il n'y a rien. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Je laisse cette question ouverte, on pourra en débattre après. Et je vais reprendre maintenant pour gérer sa présence en ligne, les différents sites que vous connaissez. On va essayer de voir un petit peu en gros ce qu'il faut faire et ne pas faire. D'abord, partager le personnel et le professionnel. On n'aura pas les mêmes objectifs sur les deux. Par exemple ici, un des objectifs pour les sites personnels grand public, ça va être de retrouver ses contacts et de rester en contact avec les personnes que l'on connaît. Alors que sur les sites professionnels, ce que l'on va rechercher, c'est plutôt réseauter, aller à la rencontre de nouvelles personnes. C'est deux objectifs complètement différents. On va être ici dans un registre intime, ici dans un registre pro. Alors, pour parler plus clairement, ici, je peux écrire en SMS, attention, faute d'orthographe quand j'écris dans un domaine professionnel, par exemple. Voilà, c'est ce que ça veut dire, hein, registre pro, registre intime. Ce personnel et ce professionnel, c'est nettement, en France en tout cas, est vraiment très scindé entre Facebook et, j'ai mis Viadeo, mais ça peut être Viadeo LinkedIn. En Amérique, ce serait différent. Facebook a aussi un impact professionnel. On a Twitter, je vous raconterai une anecdote tout à l'heure sur Twitter. Et puis effectivement, voilà, d'autres traces. Votre CV sur DoYouBuzz, je ne sais pas si vous connaissez DoYouBuzz, hein, c'est un site de CV en ligne. Et puis bon, des photos de famille qui sont sur vos sites Facebook, par exemple. Alors sur Facebook, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Pour ça, je ne sais pas si on passe, je pense que vous le savez, vous devez tous manier très très bien Facebook. Moi, j'avais un truc à dire sur tous les profils, c'est ça. Qui, quand il s'inscrit quelque part, va voir les paramètres de son compte et va gérer les paramètres de confidentialité et de filtre. Et c'est pourtant, bravo, très très bien, et c'est pourtant peut-être le plus important. C'est pour moi le plus important.
Il faut y revenir chaque mois. Comment? En tout cas, dans le cas de Facebook, il faut y revenir chaque mois. Pourquoi chaque mois? Parce que ça change? Parce que ça change tous les mois, ouais. Alors ça, c'est un autre élément aussi. C'est-à-dire que, on peut en parler au niveau des entreprises, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais maître, vous pouvez avoir des milliers d'amis ou de suiveurs sur Twitter, etc. Ce sont des sites qui sont extérieurs à vous, donc vous n'êtes jamais maître de ce qui va être fait. D'où l'intérêt, par exemple, la différence avec un blog, dont vous êtes plus maître et propriétaire. C'est valable aussi pour les entreprises. Enfin, peut-être pas tous les mois, mais effectivement 2-3 fois par an, ça change. Mais en tout cas, au moins, il faut le connaître. Je parle de Viadeo, par exemple, ou après, pour les paramètres de confidentialité, on peut très bien être sur Viadeo, ne pas apparaître sur Google et ne pas recevoir de demande de contact. C'est tout à fait possible. Et souvent, je pense que peu de personnes sont allées voir et ça compte le faire. Enfin, pensez que ce que l'on fait sur Facebook est public. Et puis, on a l'habitude de dire, voilà, ne diffusez pas des contenus que vous ne voudriez pas voir, par exemple, tomber dans les mains de votre grand-mère ou de votre boss. Voilà, ça c'est une façon humoristique de dire, voilà, de faire le lien entre ce fameux intime que je ne veux pas connaître et ce personnel intime et ce personnel public. Autre type de réseau sur lequel on peut être présent avec un compte, c'est les réseaux socio-professionnels. Alors je vous ai mis les deux, Viadeo et LinkedIn, parce qu'il me semble que depuis 2 ans, il y a un élément très important qui se passe autour de ces deux réseaux socio-professionnels. On a l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est arrivé ici ou pas, mais on a l'habitude de dire Viadeo c'est pour la France et LinkedIn c'est à l'international. Et LinkedIn c'est en anglais. Moi je veux casser vraiment cette image-là parce que LinkedIn et Viadeo sont vraiment au même niveau en France. Viadeo a autour de 5 millions d'inscrits, LinkedIn a atteint, je ne sais pas exactement, peut-être moins 3,5 millions, 4 millions d'inscrits en France. Mais en termes d'activité, de connexion, de page vue, de lecture de vue de vos profils, LinkedIn est en train de dépasser même Viadeo. Au mois de janvier, ils ont eu un trafic en termes de page vue supérieur à Viadeo pour la première fois. Donc ça, il faut être vraiment vigilant et je dirais qu'on a une exception française. Il faut être, pour moi, si on veut avoir une présence sur les réseaux sociaux professionnels, il faut être sur les deux. Et c'est vraiment une exception française. Les Belges sont frontaliers, ils sont français, ils ne connaissent pas Viadeo. Ils sont sur LinkedIn. Les Canadiens, alors n'en parlons pas, eux, ils ne connaissent pas Viadeo, ils connaissent que LinkedIn. Donc ça, je trouve que c'est symptomatique. Mais on n'a pas le choix, il y a vraiment des personnes qui sont ici, des personnes qui sont ici. Et je dirais même plus, il y a des gens pro-Viadeo et des gens pro-LinkedIn. Un peu comme Apple et PC, il y en a qui vous diront que, eux, il y en a qui vont vous dire, mais LinkedIn, moi j'ai jamais pu m'y faire sur Viadeo, je préfère LinkedIn, et l'inverse, j'ai rencontré aussi l'inverse. Donc voilà, on a cette exception, on ne peut pas faire autrement. Alors sur ces réseaux sociaux, professionnels, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire? Comme je vous le disais, on va surtout rechercher de nouveaux contacts, mais se connecter déjà avec son réseau professionnel existant, ça c'est sûr. On peut faire des recommandations, enfin pas mal de choses aussi. L'objectif n'est pas de faire la course au contact. Ça c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des contacts sur les réseaux socio-professionnels, mais s'ils sont dans votre objectif et dans le cadre de votre projet professionnel. Et pour des entreprises, si ces contacts sont ciblés aussi. Je passe vite. Effectivement, ça c'est le pendant de ce qu'on a vu sur Facebook. Ne pas diffuser des informations que vous ne partageriez pas en entretien public professionnel, par exemple, sur un réseau professionnel. Avec tous ces éléments-là, on en arrive un petit peu au positionnement du candidat par rapport au recrutement. Je voulais vous présenter l'évolution du recrutement avec ce petit schéma. Je représentais les entreprises et les candidats et je voulais voir comment aujourd'hui l'information circule entre les candidats et l'entreprise. Et ça a vraiment évolué depuis 20 ans. Alors, il y a 20 ans, je peux vous en parler, j'y étais, quand on cherchait du travail, si on voulait avoir des éléments sur les offres d'emploi, on allait à la presse et on achetait des magazines. On achetait cadre emploi, oui. Cadre emploi, voilà, plein de choses, même l'Express, avec tous les feuillets, etc. On était sur du print. Début des années 90, sont apparus des sites d'offres d'emploi. Des sites d'offres d'emploi qu'on appelle des job boards aussi. Ces sites d'offres d'emploi ont numérisé les offres d'emploi. Du coup, on peut répondre, là encore, par email de façon numérique. On a numérisé les CV.
Mais finalement, on est toujours dans le même rapport d'offres et de demandes. Il y a des offres d'emploi qui sont émises et on ne peut que répondre à ces offres. Le Web 2.0 a changé ce rapport entre les entreprises et les candidats par les réseaux sociaux, professionnels et aussi publics. D'autres médias tels que Twitter. Google+, est en train vraiment de se développer. Ça va changer vraiment le rapport parce que le candidat va pouvoir avoir beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Il peut rentrer en contact avec des personnes de l'entreprise. Il peut avoir des renseignements sur ce que fait sur les comptes Twitter de l'entreprise, sur la page Facebook de l'entreprise. Il peut suivre, etc. On considère aujourd'hui, donc à ce deuxième niveau-là, c'est toute la blogosphère, toutes les plateformes que l'on peut avoir, éventuellement du buzz. Donc, il existe un autre niveau aussi d'e-réputation, c'est-à-dire que ce sont des sites de contrôle de l'e-réputation et de l'influence. Les entreprises sur les candidats, comme les candidats sur les entreprises. Aujourd'hui, on considère dans ce monde-là du Web 2.0 que le candidat a autant d'informations sur l'entreprise que l'entreprise peut avoir sur lui. Et Twitter, là je vois. Est-ce que vous tweetez? Est-ce que vous avez des comptes Twitter? Facebook, je pense, je n'ai pas posé la question, mais Twitter. Bon, combien de personnes tweetent régulièrement ou va voir ce qui se passe? Bon, il y en a quelques-unes quand même. Moi, je trouve très intéressant ce média de Twitter quand on l'utilise. Effectivement, il est un petit peu particulier. C'est pas un réseau social. C'est-à-dire qu'on ne crée pas son profil. On va créer un compte avec un contenu. C'est comme si on créait son petit journal au quotidien, avec son contenu. Et on peut aller voir aussi les petits journaux au quotidien de toutes les autres personnes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si vous lui donnez une couleur particulière, il va attirer, alors des followers, c'est des personnes qui vont s'abonner à votre compte, ils vont attirer des personnes qui ont cette même couleur. Je m'explique. Il y a la semaine dernière, j'ai une élève en marketing et communication, master de marketing et communication. On parlait de Twitter et il me dit, moi monsieur, j'ai trouvé un stage par Twitter. Et en fait, je trouvais très intéressant cet exemple-là parce que c'est une personne qui fait des études de marketing et communication, qui s'intéresse au marketing sportif et qui a créé un compte Twitter où elle explique bien ce qu'elle est, cette étudiante donc de marketing et communication, et ce qu'elle a envie de faire. Elle s'intéresse au marketing sportif. Et elle tweetait des éléments sur la communication du sport, etc. Donc elle a donné cette couleur. Là, on est tout à fait dans la présentation de sa marque personnelle. Non seulement elle est présente avec une identité numérique, mais elle s'identifie avec ce qu'elle veut faire. Et donc du coup, il y a pas mal de comptes qui l'ont suivi, parce que c'est trouvé ce compte intéressant par rapport à cette thématique. Et il y a 2-3 semaines, elle a envoyé un tweet en disant, voilà, je cherche un stage, j'aimerais travailler en rapport avec le marketing du sport. Il y avait des agences de com spécialisées dans le sport qui suivaient son compte Twitter, et c'était très rapide. Dans la journée, elle a eu son stage. Alors, je cite cet exemple, bien sûr, une réussite. Pas pour dire qu'il faut tous envoyer maintenant un Twitter pour dire je cherche un stage, mais simplement parce que ça illustre vraiment ce que peut être une marque personnelle. Si vous êtes présent sur le web avec des objectifs, avec une orientation, avec ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, c'est aussi la façon d'amener des opportunités ciblées. Donc voilà, je vous parlais de cette marque personnelle, c'est ce que j'étais en train de dire. On a parlé d'identité numérique générale, etc. Mais c'est savoir aussi qui je suis et ce que je veux faire, pour pouvoir développer justement cette marque personnelle et l'orienter vers ce que je veux faire. Le compte Twitter, s'il n'a pas la couleur que vous voulez lui donner, pareil pour Viadeo, pareil pour tous les commentaires que vous pouvez laisser sur des blogs ou sur des forums, vous pouvez leur donner une certaine couleur orientée vers votre projet professionnel. Alors cette marque personnelle, bien sûr, là j'ai repris quelques éléments, c'est une prise de conscience qu'on peut communiquer sur le web et sur ces nouveaux médias. C'est bien sûr la capacité à maîtriser son identité numérique. Et enfin, bien sûr, c'est une volonté de promouvoir une image professionnelle pour attirer ou créer des opportunités. S'il y avait un message, je crois que ça a été dit aussi, je suis parti, s'il y a un message à retenir, c'est qu'en fait, l'identité numérique vous permet de devenir acteur alors, de votre vie tout court, mais aussi de votre vie professionnelle. Et il me semble comme ça que ça pourrait être intéressant de le gérer. Pour une entreprise, on pourrait transposer ce message et dire
les médias sociaux et une action sur les médias sociaux, sur une présence travaillée, est une façon de devenir acteur de son développement, par exemple. En conclusion, pas du tout regarder le temps, si on est rapide, si c'est dans les temps. En conclusion, allez, on va faire 5 règles. La première, je vous ai dit, écoutez, restez en veille régulièrement, ça je pense que vous le faites. Attention, publier un jour égale public toujours, ça on en a parlé aussi. Un élément qui paraît tout simple comme ça, mais qui est très important, une identité numérique cohérente. Je regardais une étude sur des recruteurs où ce qui a pu mettre des candidatures de côté était l'incohérence entre les différentes sources. C'est-à-dire votre CV, votre profil Viadeo. Une incohérence, ça peut être une incohérence de date. Hein. Là, j'ai mis un stage 2 mois, et puis là, j'ai mis 6 mois sur les dates. Une incohérence crée le doute, et je pense qu'il y a un professionnel du recrutement ici, et il me le dira, dès qu'il y a doute, je pense que ça en met de côté, quand il y a plusieurs candidats. Donc la cohérence est très importante. Authentique et transparent, bien sûr, n'inventez rien. Alors authentique et transparent, ce n'est pas tout dire, absolument être forcément tout vouloir dire, mais en tout cas, que ce que l'on dit soit réel et vrai. Et avec savoir-vivre, je vais dire, c'est la moindre des choses, mais des fois on peut oublier de le faire. Et ça, je parle avec savoir-vivre aussi à l'extérieur du professionnel, sur Facebook par exemple. Effectivement, faire attention parce que tout ce que vous mettez, de toute façon, considérez que c'est public. Voilà, je vous remercie pour cette écoute attentive.